Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale Weasel News. Je suis Stanley Rogers et aujourd'hui pour m'accompagner autour de ces débats qui vont prendre forme, nous accueillons le professeur Daniel Pédoncule, faut-il encore le présenter, professeur de sciences économiques et sociales, également professeur de sciences politiques et géopolitiques à Stanford. Professeur, vous avez fait vos études à Harvard et vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Bonsoir professeur. Bonsoir à tous, bonsoir monsieur Lynché. Alors, effectivement, à votre droite, chers téléspectateurs, nous accueillons un nouveau venu pour cette émission de débat. Darrell Lynch, le professeur Darrell Lynch, qui est spécialisé dans la police-justice et qui nous vient de l'État de l'Illinois. Bonsoir professeur. Bonsoir, monsieur Rogers, bonsoir, monsieur Pédoncule. Bonsoir. Alors, beaucoup de thèmes à aborder au cours de cette émission, puisque l'actualité est actuellement bien chargée, que ce soit dans notre État de San Andreas ou à l'échelle de la nation entière. Et c'est d'ailleurs avec celle-ci que nous allons commencer, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les élections des midterms ont lieu aujourd'hui. Et nous attendons possiblement une vague rouge. Professeur Pédoncule, cette vague rouge va-t-elle déferler ? D'abord, je tiens à signifier que ce n'est absolument pas le cas. Certes, la Chambre des représentants risque d'être décrochée par les républicains. Ce qui signifie que pour l'instant, suivant les sources de CNN, Associated Press, nouveau à 17h22, les républicains ont 901 places chez la Chambre des représentants contre 182 petits démocrates. Côté Sénat, c'est un petit peu plus compliqué puisque les deux côtés ont le même nombre, ils ont 48 sièges. Il reste 4 sièges à pourvoir et il semble très compliqué de voir qui aura la majorité au Sénat. Sans doute une majorité démocrate avec la présence de la vice-présidente, soit bien évidemment une toute petite majorité républicaine, ce que je ne pense absolument pas. Côté des gouverneurs, beaucoup de gouverneurs républicains ont été réélus ou élus, à savoir l'ancienne assistante du président Trump, qui a été élue gouverneur, et bon nombre de prochaines peut-être les élections présidentielles à venir, dont M. DeSantis, qui ont été élus. Mais ce qu'on peut constater à l'heure actuelle, c'est que la vague rouge qu'avaient prédit tous les sondages et qui avait prédit les républicains n'a pas eu lieu. Alors, professeur Lynch, Oui. Est-ce que vous partagez l'opinion du professeur Pédoncule à ce sujet ? Est-ce que la vague rouge, vous la voyez venir ou finalement, est-ce que c'est trop tard ? Eh bien, je suis pas forcément dans mon domaine d'expertise Oui, bien précis, c'est vrai. mais c'est vrai que nous attendions à un tsunami. Nous aurons peut-être une petite vague qui fera quelque peu de dégâts. Je ne la vois moins venir que la première, en tout cas, et donc je suis assez d'accord avec monsieur Pédoncule. Pédoncule, respectez un petit peu mon nom de famille quand même. Alors, professeur Pédoncule, Ron DeSantis, qui a été largement plébiscité dans l'État de Floride, représente-t-il l'avenir de la politique de notre pays ? Est-ce que c'est un sérieux prétendant au poste de président ? Assurément, Ron DeSantis. D'ailleurs, la plupart des médias internationaux le disent. Monsieur DeSantis pourrait être pressenti, pour être le prochain candidat à l'élection présidentielle, vous voyez. Voilà. Voilà, c'est ça. À la place de monsieur Trump. Et d'ailleurs, stratégiquement, on pourrait se poser la question. Trump a perdu en 2020. Est-ce qu'il pourra séduire les Américains? Je ne le pense pas, vous voyez. D'ailleurs, bon nombre de ceux qui ne se positionnent pas entre démocrates et républicains ne partagent pas la même idée
employés que ce que soutient M. Trump. Donc, tout le souci côté républicain, tout dépend de leur prochaine stratégie pour gagner l'élection. Très bien. Et vous, professeur Lynch, est-ce que vous pensez également que Ron DeSantis peut être un sérieux prétendant au poste de président des États-Unis et contrarier un petit peu le retour de Donald Trump? Oh, je pense que c'est bien possible. Après, c'est vrai que je ne pense pas que Monsieur Trump se laissera faire, car il veut être aux manettes. Mais comme vous le savez bien, professeur, il y aura de toute façon des élections par les délégués. Nous Bien verrons bien. sûr, bien sûr. Nous verrons bien ce qu'auront choisi les délégués républicains. Tout à fait, tout à fait. Euh, Pédoncule. Alors, autre sujet abordé, on reviendra peut-être un petit peu sur l'élection des midterms en fin de cette édition, peut-être avec un nouvel invité qui nous rejoindra sur ce plateau. Abordons maintenant l'arrestation de Pablo Nakato, j'ai envie de dire clap 2, hein, c'est le tome 2 de cet épisode, puisque rappelons que Pablo Nakato avait déjà été arrêté par le passé et a été libéré avant d'être à nouveau interpellé hier soir. Qu'est-ce que nous savons à ce sujet, professeur Darrell Lynch? Alors, nous avons dû investiguer par nous-mêmes parce que c'est vrai que le LSD a fait très peu de déclarations à ce sujet pour le moment. Ce que nous savons, c'est que monsieur Nakato se serait rendu devant l'un des postes du LSSD, le district 12, afin de, il paraît, se rendre, mais il était armé d'une Kalachnikov et a fait le pied de grue devant le poste devant plusieurs longues minutes, voire heures, jusqu'à ce que la police jette une sorte de gaz qui ressemblait fortement à un gaz lacrymogène, ce qui fit partir Monsieur Nakato en courant, et de là des tirs ont éclaté. Monsieur Nakato semble avoir été grièvement touché. Très bien. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Alors, si je peux répondre à votre question, la première fois, Monsieur Nakato a été libéré suite à un problème dans le système judiciaire et de juge. De ce que nous savons, le gouvernement, le système judiciaire a remédié très vite à ce problème. Alors, Il a c'est bien pas sûr- tout à fait ce dont on avait parlé précédemment avec vous, professeur Pédoncule. Il y avait eu un couac dans cette administration, n'est-ce pas? Certes, c'est-à-dire qu'il manquait, comme nous avions dit la dernière fois, il manquait de juges. Et donc, nous avons vu les jours suivants que le gouverneur X avait nommé un nouveau chief judge et un nouveau juge supplémentaire. Euh, Justement, est-ce que Monsieur Lynch, est-ce que par cette nomination, le côté justice est peut-être mieux préparé à Je prendre pense, de nouveau cette affaire? je pense que la justice sera mieux préparée, du moins déjà pour effectuer une audience préliminaire comme Monsieur Nakato, si Monsieur Nakato survit à ses blessures et si Monsieur Nakato, à la fin de la garde à vue de Monsieur Nakato, afin de savoir s'il y a une détention provisoire ou non. C'est bien là le problème qu'il y a eu lors de sa première arrestation, c'est que cette audience préliminaire n'a jamais pu avoir lieu. Et c'était effectivement un gros problème, puisque ça a conduit à la libération de l'individu, qui a a été réarrêté hier, enfin neutralisé, au cours d'une opération un petit peu musclée, d'après nos sources. Est-ce que vous diriez que c'est une victoire pour la police de San Andreas? Je dirais que... Je ne sais pas si l'on peut parler de victoire, parce que c'est vrai que... Oh là, Oula. il y a un petit problème de micro sur le plateau. Si la régie peut régler. Oui. Je ne pense pas que... Je ne sais pas si l'on peut parler de victoire. Alors, il y a bien sûr ce côté victoire où nous avons un Monsieur Nakato qui est neutralisé et qui était une menace évidente pour notre État.
Après, c'est vrai que Monsieur Nakato et ses équipes ont mené la vie dure à notre population, à nos forces de l'ordre. La victoire, qu'on peut considérer comme victoire, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés autres que Monsieur Nakato durant cette opération. Alors, quelle est la prochaine étape? Euh, Quelle est la prochaine étape? Est-ce que, en ayant arrêté Pablo Nakato, on peut dire que la police a gagné une énorme bataille contre le crime à San Andreas, ou y a-t-il encore des batailles à mener, professeur Pédoncule? On a perdu le professeur Pédoncule. Professeur Lynch sur cette question. Alors, je pense que la bataille est loin d'être terminée. La police doit encore sécuriser toute l'hospitalisation, la remise en forme de Monsieur Nakato s'il s'en sort. Doit effectuer la procédure de garde à vue une fois qu'il sera apte à être mis en garde à vue, ce qui peut être long s'il est en effet victime de lourdes blessures par balle. Nonobstant, oui, pour répondre à votre question, oui, la police a gagné une bataille, mais n'a pas gagné la guerre. Vous voyez, Euh, pour reprendre vos mots, non, la police n'a pas encore gagné la guerre, puisque Nakato n'a pas été condamné encore une fois. Mais sur ce qui s'est passé, sur son arrestation, oui, elle a gagné pour l'instant une petite bataille. Voilà. Tout à fait. Donc, quelle est la prochaine étape maintenant? Est-ce qu'il faut démanteler l'intégralité du cartel de Pablo Nakato, puisque nous savons, d'après ses précédentes déclarations, devant même notre caméra, hein, qu'il fait partie d'un cartel pour lequel il y a encore des membres très actifs sur notre sol. Démanteler un cartel à l'échelle internationale est particulièrement compliqué. Néanmoins, à l'échelle locale également, pas sans savoir. Néanmoins, suivant l'ampleur, tout dépend si c'est de la juridiction de la police locale ou si c'est de la juridiction de la police fédérale. Tout à fait, oui. Je pense que dans ce qui concerne les cartels, et comme nous avons toujours vu, c'est à partir d'un certain niveau, on rentre dans la juridiction fédérale, où la police locale ne peut pas avoir autorité sur l'extérieur de son territoire. Et Oui. c'est vrai que les autorités fédérales, pour le moment, jusqu'à présent, ont toujours refusé de prendre en charge le dossier Nakato. Pour une raison qui nous est inconnue. Oui. C'est un problème, ça, professeur Pédoncule. Certes, le problème fédéral, oui, remet peut-être même en cause la présence de l'État San Andreas dans les États-Unis, peut-être même. Étant donné que l'État fédéral n'est pas capable de mettre sa police ici. Tout à fait. Mhm. Je pense qu'il y a un véritable problème et une problème de considération éventuelle du danger que cela met sur notre État, sur notre population, Mais c'est et ça. sur notre police. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc comment on peut remédier à ça? Bah, peut-être, j'ai mis une hypothèse, bien sûr, mais peut-être justement discuter directement avec l'État fédéral, avec le président des États-Unis, mais est-ce que cela amènerait à quelconque... Alors, la question que je vais vous poser, professeur Pédoncule, est-ce que Oui. le gouverneur X a bien saisi la mesure du problème et est apte à s'adresser au président des États-Unis à ce sujet, Je ne veux pas professeur? parler pour lui, vous voyez, mais je pense que oui, vous savez, les gouverneurs parlent souvent au président des États-Unis, de l'État, tout simplement, en général. Euh, il se peut que parler au président des États-Unis, mais est-ce que, est-ce que le président des États-Unis jugeait bon que les, euh, les agences fédérales devraient venir pour se saisir de certaines affaires? Est-ce que c'est des prérogatives du gouverneur de se saisir des affaires qui sont du pouvoir judiciaire et non du pouvoir exécutif? Toutes Alors, ces à qui questions À qui de pouvoir. À qui a ce pouvoir, justement, de faire Ben, changer les choses? techniquement, le procureur général de l'État de San Andreas est le chef du département de la justice de notre État. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est en lien avec le procureur général des États-Unis, qui lui gère le département de la justice à l'échelle fédérale. Donc, il serait
plus logique que ce soit le procureur général de notre État qui s'adresse justement au procureur général des États-Unis, qui lui est le patron du FIB ou encore de la DOA pour ne citer que. Mhm. Et donc là-dessus, il n'y aurait pas de problème de séparation des pouvoirs. Je vous invite à lire, pour ceux qui n'auraient pas lu, Montesquieu qui explique bien la séparation des pouvoirs. Et il me semble que oui, si le procureur général se saisit de cela et en parle au procureur général des États-Unis, oui, potentiellement que les unités fédérales pourront intervenir. Bien sûr, et normalement, enfin, Monsieur Nakato enfreint de nombreuses règles, lois fédérales et devrait être Exactement. jugé de base par un tribunal fédéral. Exactement. Est-ce Puis que d'ailleurs, je tiens à souligner qu'il n'y a pas de tribunal fédéral sur notre sol et encore moins de prison fédérale. Donc cela aussi remet en cause la présence de l'État fédéral ici. on est bien d'accord que Bolingbroke ne peut pas être considéré comme une prison fédérale. Elle est Ah non, considérée comme une prison de comté, pas une prison fédérale, donc non. ouais, tout à fait. Le Alors, Bolingbroke est géré par le il y a département donc du une shérif. immense lacune dont malgré tout le gouverneur devrait se saisir. Est-ce que Et le souci étant, c'est que cela ne relève pas forcément de la disposition, des prérogatives du gouverneur, étant donné que c'est de l'échelle fédérale et non de l'échelle locale. Et tout à fait, et si je peux me permettre, il y a certains autres États qui ne disposent pas de prison fédérale et Certes. les oui, les prisonniers sont expatriés dans un autre État afin d'avoir un procès fédéral et être c'est donc ce que vous préconisez pour Pablo oh, je ne Nakato. préconise rien, je Étant, dis juste étant donné, la étant donné situation. étant donné que nous ne sommes pas directement rattachés au reste des États-Unis, il me paraît compliqué, vous voyez, de faire ça. Il faut quand même traverser l'océan pour arriver Le sol fédéral. exactement sur les autres États qui composent notre merveilleuse nation. Euh, donc, toute la question est là, la présence de l'État fédéral, que ce soit avec les agences fédérales ou tout simplement les tribunaux et les prisons. Tous ces sujets-là sont à mettre sur la table, mais comme d'habitude, euh, il ne faut pas oublier que dans une société démocratique comme la nôtre, la séparation des pouvoirs est très importante, voyez. Très bien. Je vous propose qu'on marque une toute petite page de publicité. Et on revient avec un nouveau thème très intéressant, sur lequel j'ai bien envie d'avoir votre avis, à savoir le retour de Sigmund Beaumont dans l'état de San Andreas, et notamment en politique. A tout de suite sur Weasel News. Nous sommes de retour sur le plateau de Weasel News pour cette édition spéciale consacrée à de nombreux sujets. Et nous accueillons pour cette deuxième partie Monsieur Jack McWells. Le lapsus. Oui, pardonnez-moi pour ce lapsus bien malheureux. Jack McWells, ancien maire de Los Santos et dorénavant président de la Flicka Bank. Oui, bonsoir Stanley Rogers. Bien sûr, merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous parlons justement maintenant d'un sujet qui vous intéresse certainement, le retour de Sigmund Beaumont, candidat très décrié du Parti républicain, qui a fait l'objet d'un jugement qui l'a conduit à Bolingbroke. Et Sigmund Beaumont fait son retour cette semaine. Nous avons tous eu l'occasion certainement d'entendre son interview, si on peut appeler ça comme ça, par nos confrères de Daily Globe. Et cette fin brutale, puisque... Fort heureusement, nous n'avons pas perdu Louis, vous voyez. Oui, vous avez tout à fait raison. Monsieur McWells, qu'est-ce qu'il faut penser de ce retour ? Écoutez, je pense que d'une part, c'est totalement ridicule comme retour en politique, si on peut encore appeler ça de la politique à ce niveau-là. Et d'une autre part, je pense que c'est terrifiant de voir que cet homme a encore du soutien dans les électeurs de San Andreas, que des gens manifestent encore l'envie de le soutenir et l'envie de le voir arriver à un poste de gouverneur de l'État. Cet homme a fait de la prison, cet homme a failli à sa tâche,
Cet homme propage toutes les fake news et toutes les théories du complot qui puissent exister sur le territoire de San Andreas. Et oui, c'est tout à fait ça. Et- Euh, cet homme outre tout cela, est un homme raciste qui n'a selon lui jamais tort. On l'a entendu lors de cette interview de vos confrères de Daily Globe. Cet homme s'est complètement retourné contre le journaliste en l'insultant et en lui disant qu'il était un criminel. Tout ça parce que le journaliste lui a posé une question qui est somme toute légitime, de savoir si Sigmund Bauman se considérait lui-même comme quelqu'un de raciste, car oui, la plupart des habitants de San Andreas et la plupart des gens le connaissant le décrivent comme quelqu'un de raciste. Alors, professeur Pédoncule, comment peut-on expliquer qu'il ne soit pas censuré par son parti? C'est incompréhensible, écoutez, c'est incompréhensible. On ne peut pas laisser la parole à un individu comme ça. Qu'est-ce que le parti des Républicains fait avec un individu comme Sigmund Bauman dans ses rangs? Je pose la question. Mais je vais vous répondre, monsieur Roger, je vais vous répondre. Me semble-t-il que lors de l'élection gouverneurale de mai 2022, il me semble qu'il y a eu des sanctions à l'encontre de monsieur Beaumont. Je ne veux pas dire de Vous avez bêtises, raison. à vérifier, mais il me semble qu'il y a eu des sanctions. Donc après, à voir si le Parti républicain a décidé justement qu'il ne soit plus dans leur rang aussi. Encore, ça, c'est un autre débat. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas censurer une parole, surtout aux États-Unis. Nous sommes quand même dans un Non, pays... mais ce que je veux dire par là, c'est que là, il a le droit effectivement de s'exprimer, mais il s'exprime au nom du Parti républicain. C'est l'image du parti qui est impliquée et qui est entraînée par ses propos. Et si le Parti républicain soutient le retour en politique de Sigmund Bauman, c'est donc qu'il soutient ses idées qui sont pour certaines nauséabondes. N'ayons pas peur des mots, c'est nauséabond. Il ne me semble pas, M. Rogers, que le Parti républicain s'est exprimé sur le retour de M. Alors, que peut-on déduire de cela? Beaumont. Voilà. Tout dépend de la position du Parti républicain. Même si M. Beaumont soutient le Parti républicain, puisqu'il a fait de nombreux tweets. Un silence du concernant les Parti expériences. républicain ne vaut-il pas lieu d'aveu, de soutien? Qui ne dit mot consent? C'est vrai que Voilà. le Parti républicain aurait dû faire une annonce s'il n'était pas... Mais tout à fait. à ses propos. Mais bien évidemment. De nettoyer son image immédiatement. Et si je peux me permettre une intervention, le Parti républicain ne s'active pas au niveau de Sigmund Bauman parce que Sigmund Bauman sert au Parti républicain. Sigmund Bauman a une base électorale importante qui fait partie des électeurs républicains au sein de San Andreas, et le Parti républicain a besoin de cette base d'électeurs. Rappelons toutefois que lorsqu'il s'est présenté aux élections gouverneurales, il n'a pas fait un score. Perdu, oui, on peut le dire. Il n'a pas fait un score. Son très score largement. représentait quand même un tiers des électeurs. Un tiers des électeurs. C'est un vous score qui est avouerez quand que même assez minable par rapport au score des Républicains actuellement. Quand on voit D'accord, le mais score vous retirez du donc, gouverneur X ou du oui, gouverneur oui, Kinley. Regardons, faisons simplement une analyse. Si nous retirons le score de Sigmund Bauman, c'est-à-dire les gens qui se désolidariseraient du Parti républicain si Sigmund Bauman était exclu du Parti républicain, si nous retirons ce score au score de Ryan X à la dernière gouverneurale, Ryan X ne ferait plus qu'une faible vingtaine de pourcents des électeurs. Oui, après, si je peux me permettre, avec des si on referait le monde, mais surtout qu'il faut peut-être faire des sondages, voyez, parce qu'on ne peut pas enlever, on ne peut pas soustraire deux pourcentages qui ne correspondent pas du tout à la même situation. Concernant l'élection gouverneurale, il me semble que c'était de janvier 2022, la position de l'État de San Andreas en janvier 2022 et en septembre 2022 n'est pas du tout la même. Mais vous conviendrez, conviendrez, monsieur Macquarie. vous conviendrez quand même que la base électorale qui a voté pour Sigmund Bauman est une base électorale qui soutient les idées de Sigmund Bauman. Mais ou peut-être qu'ils soutiennent tout simplement le Parti républicain. Vous voyez. Est-ce qu'ils soutiennent le candidat ou le parti? Oui, C'est c'est effectivement, c'est un un sondage qui serait particulièrement intéressant. bien évidemment, tout à fait, parce que effectivement, c'est peut-être des gens qui ont toujours voté républicain, quel que soit le candidat, et qui ont peut-être voté par dépit pour Sigmund Bauman.
n'ayant pas de candidat digne de ce nom, j'ai envie de dire. Je pense que ces gens que vous décrivez là maintenant n'ont simplement pas voté ou voté blanc à l'élection de janvier 2022. Ces gens ne se reconnaissant pas dans un seul des deux candidats n'auraient pas voté pour Sigmund Beaumont. Alors, professeur Lynch, qu'est-ce que le retour de Beaumont présage d'un point de vue sécuritaire? Est-ce que justement les tweets qu'il est en train, dont il nous abreuve actuellement, et qui sont un petit peu quelque part un appel au soulèvement de la population, est-ce que la police peut craindre une levée de certains groupes rattachés, un petit peu radicaux, rattachés aux idées de Sigmund Beaumont, et qui pourraient s'avérer problématiques pour la sécurité de notre État? Eh bien, il est vrai que depuis que M. Beaumont a été arrêté et qu'on a cessé de l'entendre, la sécurité, l'usage d'armes a été beaucoup moins importante sur le comté de Blaine. Il est possible, et ce serait à vérifier dans les statistiques, dans les sondages, dans les statistiques de la police, si les propos de M. Beaumont motivent certaines personnes à faire usage de leurs armes, de se soulever contre la police ou ce genre de choses. C'est vrai que les propos de M. Beaumont ne sont pas toujours des plus rassurants pour notre population et pour nos forces de l'ordre. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, qu'il existe des milices, que ce soit des milices d'extrême droite ou des milices d'extrême gauche. Et ces milices-là sont armées, lourdement armées, et peuvent constituer un danger pour un État, oui. Alors, je pense, si vous pouvez me le permettre, il vas-y. serait mieux pour le Parti républicain de faire cesser pour son image tout lien avec M. Beaumont et essayer de instaurer une image un peu plus moderne, un peu plus ouverte que nous avons avec M. X. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission, puisque la régie m'informe qu'il faut rendre l'antenne très prochainement. Juste deux petites choses avant de rendre l'antenne. Jack McWells, un dernier point sur les élections des midterms, en quelques mots. Écoutez, c'est une élection des plus décisives que nous n'ayons jamais vues dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. C'est une des élections des plus serrées également que nous n'ayons jamais vues dans l'histoire des midterms. Nous avons un Sénat actuellement démocrate, une Chambre actuellement démocrate, la présidence démocrate. Si la Chambre des représentants, comme cela se dessine très probablement, très probablement, la Chambre serait aux républicains d'ici dans quelques mois, étant donné la tendance républicaine. Ce que cela va engendrer, c'est évidemment l'arrêt des investigations à l'encontre du président Trump et sur le comité du 6 janvier. Cependant, le Sénat n'a jamais été aussi serré, même en 2020. Il est actuellement pratiquement impossible de dire qui peut gagner le Sénat. Nous aurons certainement les résultats dans quelques heures, mais une tendance plutôt démocrate se dessine pour avoir 50-50. Donc la vague rouge n'arrivera pas. La vague rouge qui était attendue par les républicains ne s'est vraisemblablement pas dessinée comme ils le souhaitaient. Pour le moment, au Sénat en tout cas, les démocrates ont gagné un siège et les républicains en ont perdu un. Je tiens à donner du coup les derniers sondages donc de CNN et Associated Press concernant la Chambre des représentants. Nous sommes, estimation à 202 sièges républicains contre 184 côté démocrate. Côté Sénat, nous sommes à 49 sièges républicains contre 48 démocrates. Évidemment, sondage tout récent de 17h53 du 9 novembre 2022. Comment interprétez-vous ces premières estimations, M. McWells? Alors, visiblement, nous n'avons pas les... Ce sont des estimations ou ce sont les résultats actuels que vous donnez là maintenant? Je vous donne... Vous avez parlé de sondage, hein, professeur. Ce que je cherche, je vous dis, c'est ce que je vois de CNN et Associated Press.
Et j'ai d'autres résultats qui ne correspondent pas à ça non plus. Donc, je pense qu'il y a des estimations des deux côtés, mais c'est un petit peu de mal à s'actualiser. J'ai Pour le l'impression. moment, en tout cas, de mon côté, des informations que j'ai, 174 sièges ont été gagnés par les démocrates à la Chambre, 200 pour les républicains pour le moment, la majorité à 218. Euh, les sondages donnent pour le moment les républicains gagnants avec environ 224 sièges. Euh, et pour le Sénat, nous avons pour le moment 46 sièges démocrates et 47 républicains qui ont été gagnés. 2 sièges indépendants avec tendance démocrate, donc on peut compter 48 sièges démocrates qui ont été gagnés pour le moment. Il manque 2 sièges aux démocrates pour pouvoir gagner le Sénat, 3 aux républicains s'ils veulent gagner le Sénat. La tendance dans l'Arizona et en Géorgie disent que les démocrates sont bien partis pour gagner, en tout cas en Arizona avec pour le moment 3,5 points d'avance et en Géorgie avec 0,9 points d'avance. Cependant, ce qui peut poser problème aux démocrates, c'est que la Géorgie fonctionne avec un système de premier tour et de second tour. C'est le seul État des États-Unis, il me semble, qui marche comme ça pour le Sénat. C'est-à-dire que si aucun des deux candidats n'a dépassé le top des 50% des voix, un second tour est organisé d'ici à début janvier. Et ce qui est pour Début le moment le janvier. cas, étant donné que Raphaël Warnock, le démocrate, est à 49,4% et le républicain Herschel Walker à 48,5%. Ce qui pourrait donc nous faire attendre pour savoir quel serait qui maintiendrait le Sénat ou qui reprendrait le Sénat. Concernant les élections des différents gouverneurs, donc nous avons 24 gouverneurs républicains contre 21 démocrates pour l'instant. Des têtes qui pourraient justement représenter, comme nous parlions tout à l'heure, la future fine fleur des partis républicains. Bien sûr. Oui, on parle effectivement de Ron DeSantis qui a fait une percée remarquable. Il a défié tous les sondages qui le donnaient gagnant avec entre 54 et 55% des sondages et qui a atteint presque 60% des sondages avec 20 points d'avance sur son opposant démocrate. C'est une percée qui est plutôt incroyable pour quelqu'un qui se veut être plutôt impopulaire dans l'état de Floride par rapport Donc pour vous, à son opposant. Jack McWells, Ron DeSantis peut-il être un concurrent sérieux pour Donald Trump? Ron DeSantis peut prétendre à être un concurrent très sérieux de Donald Trump, d'autant plus que c'est important pour lui de se préparer à 2024, étant donné que Donald Trump n'est pas sûr à 100% pour le moment de pouvoir se présenter tant que la Chambre des représentants n'est pas repassée dans les mains des républicains. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Jack McWells, pour cette intervention qui nous éclaire un petit peu plus sur ces élections des midterms. Professeur Pédoncule, parlons un petit peu de votre ouvrage, puisque vous allez bientôt publier un livre qui sort un petit peu de l'ordinaire, parce que ça se veut être un roman, c'est pas quelque chose qui fait partie de votre exercice de style habituel, mais vous vous êtes essayé au roman avec cet ouvrage qui s'intitule « Qu'il retourne en Afrique » aux éditions Fournas. C'est exact, monsieur Rogers. Il s'agit de... Vous l'avez traduit du latin, mais cela vient du latin. Redent in Africam. C'est un roman, vous voyez, qui s'inspire évidemment de Croissant Fertile, vous voyez, du berceau de l'humanité, et il retrace, si vous voulez, ce roman retrace la vie d'un jeune homme qui doit évidemment migrer, vous voyez, quitter le Croissant Fertile vers évidemment les autres contrées lointaines, et on le suit durant tout ce roman, toutes ces épopées devant l'autre tribu, etc. C'est passionnant. J'ai lu les 2 premières pages que vous m'avez envoyées, c'est passionnant. Passionnant. Je recommande à tout le monde d'acheter ce livre quand il sera commercialisé. Je pense que d'ici Noël, ça devrait être tout à fait la date propice pour se l'offrir. Et véritablement, c'est passionnant. C'est passionnant. Voilà, c'était donc Qu'il retourne en Afrique, aux éditions Fournas. In Africa, oui,
Dites-le en latin, ouais, c'est le titre. Plus facile de le dire dans notre langue. Et vous, professeur Lynch, publiez un très bel article dans une revue spécialisée. Ça s'intitule Amour, gloire et police. Ah oui, tout à fait. Oui. Vous pouvez- L'article sortira très très prochainement, début 2023. Ça va être, ça s'annonce vraiment prenant. C'est, Nous avons hâte de le lire. c'est- Écrit avec tout cœur. ça s'annonce effectivement très très intéressant. Ça va nous éclairer très probablement sur la police et cette relation un petit peu passionnelle que vous avez à l'égard de cette corporation, professeur. Oh oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir accepté Merci. cette invitation. Alors, merci également à nos téléspectateurs pour être de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est un réel plaisir que de vous avoir et pour nous de faire ces émissions. Merci à Jack McWells qui a été notre invité spécial pour cette édition. Et Merci à j'aurai vous, le Stanley. plaisir de vous réinviter prochainement sur une nouvelle édition. Merci à vous et bonne soirée sur Weasel News. C'était Stanley Rogers.